Aujourd'hui, je vais vous présenter le jeu de société de Manhattan Project. C'est un jeu de 14 ans et plus, 2 à 5 joueurs et d'une durée d'à peu près 2 heures, dans lequel vous allez incarner une nation qui va faire la course à un projet de bombe. Et oui! Puis le joueur va gagner dans le fond lorsqu'il va avoir atteint un certain nombre de points. Il va devenir tellement puissant que les autres nations vont se coucher devant lui et mettre fin à la partie. Premièrement, au niveau du placement. Comme ici, on a un exemple d'un placement pour 2 joueurs. Nous allons avoir un plateau principal. Il y a également 3 lignes ici où chacun des joueurs va se prendre un jeton cylindré de sa couleur, va les mettre sur les cases 0 pour l'espionnage, pour le plutonium et également pour l'uranium. Par la suite, vous allez avoir 3 paquets de cartes à sortir de la boîte. Premièrement, les cartes bombes avec un dos comme ceci. Donc, vous allez simplement mélanger le paquet, puis vous allez sortir un nombre équivalent au nombre de joueurs plus 1. Dans une partie à 2 joueurs, il va donc y avoir 3 cartes, alors que dans une partie à 5 joueurs, il y aurait 6 cartes. Après, nous allons avoir les cartes bâtiments. Nous avons 2 couleurs qu'on va sortir pour le moment. Les bleus foncés, qui sont toutes les cartes de bâtiment standard. Je peux regarder à l'endos le type de bâtiment qu'on peut retrouver. Il y en a un paquet. Et nous avons également des cartes rouges, comme ceci, qui sont également des cartes de bâtiment, mais c'est des cartes de bâtiment de départ. Si on regarde à l'endos, nous allons voir qu'ils ont tous des points d'interrogation qui sont comme des jokers, ce qui va aider à commencer la partie, plutôt que d'avoir des demandes de personnages spécifiques qu'on va voir plus en détail tantôt. Parfait. Ces cartes-là, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement les distribuer au hasard, face ouverte, et il en manque une. La dernière, nous allons simplement tirer une des cartes bleues. Voilà. Toutes les autres cartes qu'il va y avoir dans la boîte, pour le moment, vous les rangez dans la boîte. On ne va pas les utiliser pour le jeu standard, donc le jeu de base. Une fois que vous allez être habitué, que vous allez avoir fait quelques parties, nous allons voir à la fin de la vidéo les règles pour le jeu avancé. Par la suite, nous avons ici des essais nucléaires. On peut voir à l'endos, ça l'indique, chacune des cartes, il y en a 5. On l'utilise pour combien de joueurs? Comme là, on est à 2 joueurs, nous allons récupérer toutes les cartes où c'est indiqué 2 joueurs. Si on serait 3 joueurs, on aurait pris les 3 cartes pour 3 joueurs, 4 joueurs, les 4 cartes pour 4 joueurs, et 5, les 5 tuiles pour 5 joueurs. Mais là, dans une partie à 2 joueurs, nous n'avons que ces 2 tuiles-là. Les autres ont été replacées dans la boîte. Après, nous avons ici les réserves. Nous avons la chance d'avoir de belles tuiles avec le symbole de chacune des ressources disponibles ou ce qui reste dans la réserve, qui est générale. Nous allons avoir ici de l'uranium brut, les petits cubes jaunes. Nous allons avoir des bombes qui sont armées, c'est ici. Nous allons avoir des pièces qui représentent l'argent, puis également les jetons de dégâts sur les bâtiments. On fait simplement des piles sur les tuiles correspondantes. Et chacun des joueurs va aller chercher un plateau de sa couleur. Par la suite, chacun des joueurs va aller chercher ses ouvriers. On commence la partie avec 4 ouvriers de sa couleur que nous allons placer sur notre plateau. Nous allons également avoir 4 ingénieurs comme ceci de sa couleur. Eux, par contre, on ne commence pas avec. Même chose pour les 4 scientifiques. On ne commence pas avec. Ils sont simplement mis de côté dans la réserve du joueur. Éventuellement, nous allons avoir des façons de pouvoir aller récupérer ces ouvriers-là qui vont pouvoir travailler pour nous. Également, nous allons avoir un chasseur plus un bombardier de notre couleur. Nous avons une échelle ici qui détermine les quantités que nous avons. Nous allons placer le chasseur sur le 1 et le bombardier également sur le 1 pour représenter le fait qu'on a un de chaque. Chacun des joueurs fait exactement la même chose. Puis, au niveau des pièces, le premier joueur va commencer avec 10 pièces. Le premier joueur peut être déterminé de manière aléatoire. Le deuxième joueur, lui, va avoir 10 plus 2 pour être le deuxième. Le troisième, lui, va avoir 10 plus 4.
le quatrième joueur, lui va avoir 10 plus 2, mais il va pouvoir aller se chercher soit un ingénieur, soit un scientifique dès le début de la partie. Puis, le dernier joueur, le cinquième, si jamais on joue à 5, lui va recevoir 10 plus 4 pièces d'or de boni et encore un choix entre un scientifique ou un ingénieur. Par la suite vient le tour du joueur. Lors de son tour, le joueur a le choix entre deux options. Premièrement, activer, donc ça veut dire prendre un de ses personnages, l'envoyer sur le plateau principal, faire une action, puis par la suite, il va pouvoir utiliser le reste de ses ouvriers s'il le souhaite sur un ou plusieurs de ses bâtiments personnels qu'il va avoir acquis en cours de partie. Il va également pouvoir activer des bombes ou faire des actions de bombes qu'on verra également plus tard. Ou, autre option, récupération. Il va à ce moment-là récupérer tous ses ouvriers placés sur le plateau principal, sur son plateau de joueurs et également sur les plateaux des autres joueurs à l'aide de l'espionnage que nous allons voir plus tard. Également, tous les ouvriers gris, qui sont des contractuels, qui vont avoir été placés sur le plateau principal ou sur le plateau du joueur, vont également retourner dans la réserve générale. On va voir ça également en détail plus tard. Premièrement, les actions. Donc, la construction, c'est la seule action du plateau qui peut permettre à plusieurs joueurs d'affilée d'aller faire une action de construction. Nous allons prendre un de nos ouvriers, nous allons l'envoyer sur la construction, puis nous allons choisir n'importe quelle carte de bâtiment disponible. Mais si on porte attention, on voit en haut ici, au-dessus de chaque carte, il y a un coût. 2 pièces, 3, 5, 7, 10, 14, 20 pièces. Donc, le premier joueur commence avec 10 pièces, n'aura pas accès aux deux dernières cartes, c'est évident. Autre chose également qui est marqué ici, on a un slash. Les slash, c'est toujours où. Donc, c'est soit je paye 2 pièces ou c'est gratuit si j'ai envoyé un ingénieur. Mais présentement, je n'ai pas d'ingénieur. J'ai envoyé un ouvrier. À ce moment-là, c'est un ouvrier qui va faire l'action. Je vais donc devoir payer le coût en pièces. On peut voir rapidement, là, mettons les 3 premiers bâtiments. On voit ici une mine. La mine dit que ça va me prendre 2 ouvriers, mais ça peut être des ouvriers, ingénieurs ou scientifiques. Point d'interrogation, c'est qu'est-ce que je veux? Ça m'en prend 2 pour aller travailler la mine et ça va me donner 2 cubes d'uranium brut. Alors que si par exemple je prends l'université, ça me dit que je peux envoyer un de mes travailleurs, n'importe lequel, à l'université, puis il va me remettre à la fin un ingénieur. Super, ça va me permettre justement de créer des ingénieurs. L'usine, elle ici, me permet, si j'envoie un ouvrier, un travailleur, d'aller récupérer soit un chasseur de plus ou encore 2 pièces d'or. Donc, à chaque tour où je vais mettre un ouvrier à aller faire cette action-là, je vais gagner une des 2 options. Et ainsi de suite. Le reste sont relativement très clairs. Il n'y a pas trop d'ambiguïté sur les cartes. Donc, par exemple, je décide que ça serait intéressant d'aller recruter. Je vais aller me chercher ma fameuse université. Je vais payer à ce moment-là le coût de 3 pièces d'or. Puis, qu'est-ce que nous allons faire? Évidemment, je vais récupérer mon change. Mais chacune des cartes ici va être tassée. Et nous allons tirer une nouvelle carte pour recompléter la main. Puis la carte que j'ai récupérée, l'université, je vais la placer sur mon plateau de joueurs. Et voilà. Première étape de l'action, j'ai envoyé un ouvrier sur le plateau principal. Ça, c'est terminé. Maintenant, je peux envoyer autant d'ouvriers que je veux, faire diverses actions de mon plateau principal. Pour le moment, je n'ai que l'usine. Je vais donc envoyer l'un de mes ouvriers à l'usine pour créer un ingénieur qui est immédiatement disponible. Super! Malheureusement, j'ai pas d'autres bâtiments activés
et je ne peux pas réactiver le même bâtiment. Il va falloir que j'attende que ce bâtiment-là soit libre avant de le réactiver à nouveau. Petite précision au niveau des 3 dernières cartes, donc celles qui coûtent 10, 14 et 20. On voit qu'il y a un symbole de dollar sous la carte. Ce qui veut dire qu'une fois que nous avons payé, la banque, donc pas le joueur, va prendre une pièce d'argent, puis va aller le placer dans le cendrier qui est ici. Fait qu'au fur et à mesure, l'argent va s'accumuler dans le cendrier. Et lorsqu'un joueur va aller fabriquer la première carte qui est ici, celle que personne ne veut, autrement dit, il va obtenir tout l'argent qui a été accumulé dans le cendrier. C'est l'argent de la corruption. On va voir qu'il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent amener à avoir de l'argent dans le cendrier. La deuxième action possible, c'est la frappe aérienne. Donc, par exemple, nous avons ici le deuxième joueur mauve, qui décide d'aller faire une attaque aérienne. Lorsqu'on déclare faire une attaque aérienne, on peut faire des ententes, des compromis, discuter, voir avec des autres joueurs qu'est-ce qu'on veut faire. Tout accord qui a été pris à ce moment-là, c'est la seule place où on peut faire ça, puis on ne peut pas faire d'échange. Donc, je ne peux pas donner des pièces, donner des ressources non plus, je ne peux pas. Je peux simplement faire des promesses. Par exemple, on est plusieurs joueurs, je dis au joueur rouge, écoute, je t'attaque pas, je vais attaquer le joueur jaune, mais en échange, je veux pas que tu ailles là pour faire une attaque contre moi. Ou, à ton tour, toi aussi, tu dois aller là et faire une attaque conjointement avec moi contre le joueur jaune. S'il accepte, mais à son tour, il est obligé de faire ce qu'il a promis pour la frappe aérienne. Il ne peut pas revenir sur sa parole. Mais ceci ne dure qu'un tour. Donc seulement à son tour à lui par rapport à ce qui a été discuté sur la frappe aérienne. Ce qui diffère des autres jeux où justement on peut revenir sur notre parole. Mais je précise, elle n'est pas pour la durée d'une partie, mais seulement pour la durée d'un tour. Maintenant, c'est quoi une frappe aérienne? Premièrement, on a deux types d'avions. Nous avons ici les chasseurs, puis les bombardiers. Un bombardier va pouvoir aller bombarder un bâtiment et faire du dommage à ce bâtiment. Par contre, il va falloir faire attention parce que on ne peut pas envoyer un bombardier tant et aussi longtemps qu'un joueur lui reste des chasseurs pour se protéger. Il va falloir éliminer les chasseurs. Les chasseurs, leur rôle, c'est de se protéger bien sûr, puis si on les envoie attaquer, ils vont détruire au choix, soit un chasseur, soit un bombardier. Donc, par exemple, dans notre exemple, je peux dire, je vais utiliser un chasseur, il va tomber à 0, et j'élimine un chasseur adverse, il va tomber à 0. C'est toujours du 1 pour 1, il n'y a pas de dé, il n'y a pas rien. Donc, c'est aussi simple que ça. Par la suite, le bombardier, je peux l'utiliser, puis l'envoyer bombarder un bâtiment parce que maintenant, il n'y a plus de chasseurs qui protègent. Je vais donc récupérer un jeton de dommage, comme ceci. Attention, il y a deux côtés. Côté 1, côté 2. Parce qu'éventuellement, on pourrait continuer à faire du dégât sur le même bâtiment pour qu'il soit encore plus endommagé. Et voilà. Ce qui veut dire que maintenant, l'université ne pourra plus être activée tant aussi longtemps qu'elle n'aura pas été réparée. Par contre, les travailleurs qui étaient à l'intérieur ne sont pas éliminés, ne sont pas tués. Ils ont eu le temps d'être avisés, se sont réfugiés, se sont cachés lors de l'attaque. Et lorsque nous allons faire la récupération, nous allons pouvoir récupérer notre ouvrier. Mais on ne pourra plus en envoyer d'autres dans l'usine, tant son temps qu'elle n'est pas réparée. Justement, nous avons ici l'autre action. Par exemple, notre joueur souhaite récupérer son usine. Il va aller faire l'action de répare. Donc, elle est réparée. Mais celle-ci va coûter 5 pièces. Donc, on va devoir payer 5 pièces afin de pouvoir réparer son université. Et il va retirer jusqu'à 3 jetons. On voit ici, il y a 3 symboles de clé anglaise. Donc, il va pouvoir réparer jusqu'à 3 jetons de dégâts sur un ou sur plusieurs bâtiments à son choix. Puis, chacun des joueurs va pouvoir effectuer des réparations. La première réparation va coûter 2 pièces. La deuxième va coûter 3 de plus pour un total de 5 pièces.
Puis, la troisième réparation va coûter 5 de plus pour un total de 10 pièces. Mais tous les autres joueurs vont quand même avoir la chance de pouvoir réparer. Évidemment, si on a besoin de réparer 3 fois, ça revient plus cher. Être en deuxième, tout aussi bien d'être le premier rendu là. Aller faire l'action. Après ça, on continue. Pas bien compliqué. Un joueur mauve dit, bon, ben écoute, je n'ai plus d'avion, moi. Je veux me protéger, j'ai peur que le joueur jaune aille activer la deuxième strike puis qu'il m'envoie son bombardier. Là, pour le moment, je crains rien, parce que j'ai pas de bâtiment. Mais tout de suite, je peux y aller et il va augmenter de 2 ses avions. Il aurait pu choisir aussi d'aller chercher des bombardiers. Il a tout à fait le droit de faire ça pour aller bombarder encore plus. On voit ici les 3 autres actions. Les 3 actions, tous les 3, ils ont le symbole de dollar rouge. On se rappelle que lorsque ce symbole-là, nous allons, et que l'action a été choisie, nous allons prendre une pièce puis nous allons le mettre dans le cendrier. Puis, les actions, ben ici, ça va me prendre n'importe qui. Donc, par exemple, j'envoie un de mes travailleurs, je paye 3 de uranium brut et je gagne 5 pièces d'or. Mais malheureusement, je n'ai pas d'uranium brut pour le moment. Je vais être obligé de skipper cette action-là. Deuxième possibilité, je peux recevoir 5 pièces, mais tous les autres joueurs vont gagner 2 pièces. Moi, ça m'intéresse moins. Autre option, je pourrais décider d'envoyer mon ingénieur ou un scientifique faire la troisième action et gagner 3 pièces. Ça tombe bien, je commence justement à être à court de pièces. Et voilà, je vais aller récupérer les 3 pièces. À son tour, le joueur mauve ne pourrait pas aller faire la même action que le joueur jaune a fait juste avant. Il va être obligé d'attendre que le joueur jaune rappelle son monde avant d'aller pouvoir faire les actions. Donc l'action, elle est bloquée. Il va falloir qu'il prenne d'autres actions. Sinon, on peut aller à la mine. À la mine, encore une fois, la première action aussi, elle va coûter. Donc tout ce qui est imprimé, là, c'est un coût. Elle coûte 5 pièces d'or, mais elle va me permettre d'avoir la chance de gagner 4 uranium brut. Ce qui peut être très intéressant. Il y aurait également pu en gagner juste 3, mais tous les autres joueurs. Donc, on voit que les flèches là, qui tournent en rond, là, ça veut toujours dire que tous les autres joueurs vont gagner 1. Ou encore, s'il y aurait eu un ingénieur, il aurait pu prendre cette action-là pour en gagner que 2. Mais il ne veut pas donner d'uranium aux autres joueurs. Il n'y a pas d'ingénieur et il choisit donc de prendre cette option. L'université. L'université qui est une place très convoitée. Même en début de partie, là, je dirais que ça puis la construction, c'est pas mal les meilleures places en début de partie. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que je vais pouvoir aller me chercher soit un ingénieur ou un scientifique. Je peux également, si jamais les 2 cases sont déjà prises, la case que je veux est déjà prise, payer 3 pièces pour aller me chercher au choix un ingénieur ou un scientifique. Je pourrais également aller ici, gagner 3 ouvriers. Mais comme j'ai déjà mes 4 ouvriers, je ne peux pas en gagner plus. Je vais gagner ce qu'on appelle des contractuels. Donc, des ouvriers gris comme ça. Et ils vont pouvoir travailler pour moi, faire les actions que je leur demande. Mais quand je vais rappeler mes ouvriers, ceux-ci, qui ont été utilisés ou non, vont automatiquement retourner dans la réserve générale. Excellent. Mais ici, regardez, j'ai pas de scientifique, j'ai déjà un ingénieur. Je trouve que ce serait une bonne idée. Je vais aller me chercher un scientifique qui est immédiatement disponible. Là, on regarde ici le design de la bombe. Ça, c'est pas compliqué. Pour pouvoir faire l'action, ça va vous prendre les 2. Donc, on parle ici d'un scientifique et un ingénieur, que je n'ai pas. Mais si éventuellement je serais capable d'avoir un ingénieur et un scientifique, ben à ce moment-là, je pourrais aller faire cette action-là. Et encore une fois, c'est la seule action où ça me prend 2 personnages sur le plateau principal pour pouvoir faire l'action. Mais une fois que l'action est faite, je m'en vais tout de suite. On avait un plateau à côté. Et voilà, qui est ici.
Je vais récupérer toutes les cartes bombes qui étaient face visible. Super. Je les regarde. Je m'en choisis une de manière cachée. Qu'est-ce qu'on peut voir? Premièrement, il faut noter que c'est les chiffres qui sont ici, en gris. Ce sont les points de victoire. Voici comment faire des points de victoire pour la fin de la partie. Donc, on a 15 points ici pour une bombe à l'uranium. Alors que nous avons ici des bombes faites au plutonium. Celles-ci ont deux valeurs. Premièrement, la valeur en gris, c'est toujours la valeur que nous allons calculer tant et aussi longtemps qu'on n'a pas fait d'essai nucléaire. Par la suite, si jamais on a fait un essai nucléaire, elles vont valoir le chiffre qui est en rouge. Donc, c'est à double jeu. Là, je me choisis une carte. Mais je pourrais me dire, regarde, 24 points, là, c'est du stock, ça m'intéresse. On voit également qu'est-ce que je vais avoir besoin pour construire la bombe. Je vais avoir besoin de 6 plutonium, 2 scientifiques, 3 ingénieurs que je vais envoyer construire cette bombe-là, mais ça vaut beaucoup de points. Également, si jamais je veux pouvoir armer la bombe, il va falloir que je défausse un bombardier et 4 pièces d'or. On va aller chercher ça. Je vais le prendre, je vais le mettre face cachée. Je vais passer la main au prochain joueur qui, lui, va regarder les cartes restantes. Il va s'en choisir une. Par exemple, il pourrait choisir de garder celle à l'uranium. Et la dernière carte revient au premier joueur qui va donc avoir eu un total de 2 cartes. Super! Les cartes sont gardées face cachée pour le moment, jusqu'à temps qu'ils soient capables de les construire. Pour construire ces fameuses bombes, ils vont toujours nous demander soit du plutonium, soit de l'uranium. Mais à ce moment-là, on n'a pas le choix, il va falloir envoyer un scientifique sur la case correspondante et payer son coût. Donc, exemple, pour l'uranium, ça va coûter 3 pièces d'or et 2 plutonium brut. Alors que si je veux faire du plutonium, ça va simplement me prendre un scientifique avec 2 plutonium pour obtenir un plutonium. Quand j'obtiens un plutonium ou de l'uranium, par exemple, on était chercher de l'uranium, on fait simplement monter son jeton de 1 pour indiquer à tout le monde que j'ai présentement un d'uranium. Si le jaune, lui, aurait monté, par exemple, en allant ici, ben, il aurait monté de 1 son plutonium. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça au niveau des actions de base. On va avoir une superbe action qui est l'espionnage. L'espionnage, c'est par exemple, il y a un beau bâtiment qui m'intéresse beaucoup. Je veux pouvoir aller faire l'action, mais malheureusement, je ne l'ai pas, moi, ce bâtiment-là. À ce moment-là, s'il est disponible, je peux envoyer un ouvrier. Je paye 3 pièces. Je monte de 1. Et dans ce tour-ci, lorsque je vais faire les actions de mon plateau principal, donc d'envoyer mes ouvriers travailler dans mes bâtiments, je vais pouvoir aller envoyer un groupe d'ouvriers sur un seul bâtiment. Par exemple, on va dire que le joueur qui est ici avait des belles cartes. Je pourrais décider d'envoyer un ingénieur ici et gagner 5 pièces d'or. C'est super, parce que non seulement je gagne 5 pièces d'or, parce que j'ai pris l'action d'espionnage, mais en plus, le joueur mauve ne peut plus utiliser son bâtiment. Il va falloir qu'il rappelle son monde. S'il rappelle son monde, il va me renvoyer mon ouvrier, ou que moi, je rappelle tous mes ouvriers. Lors des prochains tours, malheureusement, le joueur jaune ne pourra pas encore et encore aller copier des bâtiments. Il peut le faire seulement, uniquement, le tour où, justement, il a pris l'action d'espionnage. Il aurait pu également, au lieu de faire cette action-là, envoyer 3 ouvriers travailler à la mine avec un seul point ici, avec un seul point d'espionnage. Le point d'espionnage permet de copier un bâtiment, peu importe le nombre de travailleurs que ça prend. Si
par exemple, le tour d'après, il décide que plus de personnages, il fait l'action de récupérer. Récupérer ces personnages permet de récupérer la totalité de tous ces personnages présents sur le plateau principal. Également, tous ceux présents dans les bâtiments, les siens ou ailleurs. Si par exemple le joueur mauve avait copié ici, et tous les personnages présents sur son plateau de jeu seraient renvoyés à leur propriétaire. Et également, tous les jetons gris sur le plateau du joueur ou sur le plateau principal, donc on parle ici des contractuels, seraient renvoyés à la réserve générale. Maintenant, mettons qu'exemple, le joueur mauve il joue son tour, ça revient à nous. Si je retourne faire de l'espionnage, je vais monter mon niveau d'espionnage à 2 et je vais pouvoir copier jusqu'à 2 bâtiments. Donc là, je pourrais envoyer un ingénieur faire 5 pièces d'or, puis envoyer 3 ouvriers récupérer 3 plutonium brut. Non, pardon, uranium brut, donc les cubes jaunes. Et ainsi de suite. Et lorsque j'atteins le niveau 6, je peux refaire encore et encore l'action, mais je ne peux pas dépasser 6 bâtiments. Et les bâtiments n'ont pas besoin d'être tous sur le même joueur. Donc, ça fait des bâtiments éparpillés sur plusieurs autres joueurs. Il faut préciser également que lorsqu'on vient pour faire une action du plateau principal, elle a toujours lieu avant les actions de son plateau personnel. Donc, je ne peux pas dire, par exemple, j'ai l'intention d'aller travailler à la mine pour gagner 2 noyaux d'uranium brut pour pouvoir faire cette action-là. Non, l'action a lieu avant. Donc, il faut déjà que le joueur ait déjà les coûts des ressources avant de pouvoir activer ces bâtiments personnels. Donc, par exemple, ça va ici, il paye 2 et il augmente de 1 son plutonium. Sur son plateau principal, après son plateau de joueur, il peut tout à fait envoyer un ouvrier travailler à l'usine. Et s'il y a déjà, comme dans le cas présent, là, il a déjà tous ses ingénieurs. S'il en gagne un supplémentaire, il va en gagner un depuis la réserve générale. Donc, ça va être un contractuel qui va être envoyé lorsqu'il va faire l'action de récupérer les ouvriers. Par la suite, il peut tout à fait envoyer 2 ouvriers, travailler à la mine, ça peut être le contractuel, puisqu'il est actif même le tour qui arrive en jeu, pour gagner encore 2 noyaux d'uranium brut. Il peut également utiliser un ingénieur. Tout ça dans le même tour, hein? Parce que c'est une action sur le plateau principal, puis autant d'actions qu'on veut sur notre plateau de joueurs personnels. Mais il faut une action sur le plateau principal, ça c'est obligatoire. Puis, par exemple, ici, ça prend un scientifique. Il faut payer un d'uranium ou 2 noyaux d'uranium brut. J'ai 2 noyaux, je les paye. Je vais gagner 1 de plutonium, monter à 4. Et si je regarde mes cartes de bombe, j'ai justement les prérequis pour faire cette bombe-là. Il me reste encore un scientifique, un ingénieur. Super. Je vais les envoyer travailler. Ça va donner... Il faut que je paye également 4 plutonium. J'en ai 4. Je retombe donc à 0. Et voilà, j'ai construit ma première bombe qui pour le moment vaut 8 points. Super. Advenant le cas que je veux l'armer, je peux le faire aussi. Ça va me coûter 2 pièces et un bombardier. Donc, je vais perdre un bombardier. Je vais payer 2 pièces et je vais pouvoir aller me prendre un jeton bombe armée. C'est bien plus dangereux, bien plus menaçant une fois qu'elle est armée. Elle vaut donc 5 points supplémentaires pour un total de 13. Mais on n'est pas obligé de le faire. On pourrait également tout de suite décider d'en faire un essai. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement la retourner, faire un essai nucléaire.
Puis, on la place sous la pile des bombes. Tantôt, on aurait dû immédiatement retourner 3 cartes ici. Donc, dès qu'on a fait, j'ai oublié une petite précision, dès qu'on a pris le design bomb, qu'on a récupéré les cartes, qu'il y a eu la distribution, après ça, on tire à nouveau un nombre de cartes égal au nombre de joueurs plus 1. Parfait. Je fais mon test, donc ma bombe qui valait 8 points, je la sacrifie, je la fais exploser. Je peux le faire tout de suite. Je peux également attendre, je ne suis pas obligé de le faire maintenant, puis de le faire plus tard. Une fois que c'est fait, je la place sous la pile et je vais récupérer la valeur d'essai la plus grande qui reste. Donc ici, j'aurai 6 points. Et voilà, j'ai 6 points de victoire et mon essai nucléaire est fait. Ce qui veut dire que maintenant, toutes mes autres bombes qui sont déjà placées vont valoir le plus gros des deux chiffres. Puis toutes les nouvelles que je vais créer vont valoir le plus gros des deux chiffres. Donc ici, oui, j'ai perdu 2 points au total. Parce que ma carte valait 8. Ça vaut juste 6. Mais si je réussis à faire celle-là va en valoir 24 au lieu de 12. Donc c'est un grand intérêt. J'aurais pu attendre, mais si jamais un autre joueur va faire l'essai avant, c'est lui qui va faire les 6 points. Donc, tout intérêt à me dépêcher à rapidement faire mon test. Autre détail également, je ne peux pas faire plus d'un seul test pour toute la partie. Donc, les autres tests sont réservés pour les autres joueurs. Puis, pour les travailleurs qui avaient travaillé sur la bombe, donc on se rappelle ici qu'on avait un ingénieur et un scientifique. Bien, puisqu'ils étaient occupés à avoir construit la bombe et qu'on en a fait un essai nucléaire, là, à ce moment-là, bien, eux, ils vont aller sur l'essai pour indiquer qu'ils ne sont pas encore disponibles. Il va falloir les rapatrier pour pouvoir les gagner. Si nous avions attendu, puis qu'au moment où on a fait le test de la bombe, il n'y avait plus de travailleurs dessus parce qu'on les avait déjà rappelés, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'en mettre sur notre test de bombe. La partie prend fin lorsque, si par exemple on est à 2 joueurs, un des joueurs a 70 points, à 3 joueurs 60, 4 joueurs 50, ou à 5 joueurs, 45 points. Donc, dès immédiatement qu'un joueur obtient les points demandés, il met fin à la partie, il a remporté la victoire, il est trop menaçant et les autres nations se couchent devant lui. Après quelques parties, vous serez peut-être intéressé à jouer avec les règles complètes. Donc, pour les règles complètes, nous allons faire quelques petits ajustements. Premièrement, chacun des joueurs va se rajouter à côté de son plateau principal une échelle de 0 à 8 avec une fusée de sa couleur sur le 0. On va le mettre ici juste pour le bien. Après ça, nous allons avoir les constructions de fusées. Il y a 5 cartes. Nous allons montrer les 5 cartes face visible. Puis, nous allons avoir les bombes H comme ceci. Ces bombes-là, on va les mélanger. Puis, on va former un paquet. Ces bombes-là sont uniquement utilisables pour multiplier par 2 la valeur de points d'une bombe plutonium. Donc, elle ne marche pas sur les autres bombes, seulement sur le plutonium. Et multiplie par 2 la valeur de points de cette bombe. Seule, elle ne vaut rien. Je ne peux pas l'utiliser seule. De plus, je ne peux pas l'utiliser seule non plus pour faire un essai. Fait qu'il faut vraiment qu'elle soit combinée sur une bombe au plutonium d'abord et avant tout. Après ça, qu'est-ce que nous avons? Nous allons avoir ici un bleu pâle. Il faut faire attention, il n'est pas pareil que l'autre bleu. Nous avons ici les usines qui vont permettre de pouvoir aller récupérer la ressource que nous avons justement besoin pour pouvoir faire ces fameuses nouvelles bombes H. Ces cartes vont être mélangées dans le paquet, là-bas, des bâtiments que nous allons pouvoir justement là, révéler au courant de la partie pour qu'on puisse aller récupérer ces belles petites cartes-là. Également, frappe aérienne. On a un nouveau choix. On peut aller jusqu'à 3 frappes aériennes. Ou encore, on peut choisir avoir seulement qu'une seule frappe aérienne. Mais dans ce cas-là, aucune entente ne sera possible entre les joueurs. Les joueurs ne seront pas tenus de respecter leur entente si on joue à la version avec une seule frappe aérienne versus celle à 3. Mais encore là, ça c'est une option. Également,
chaque joueur en début de partie va recevoir une carte comme ça, au hasard, qui va se rajouter à son plateau, qui va lui permettre de pouvoir faire une action qui va être décrite. Cette action, par contre, ne peut pas être copiée par l'espion. Il n'y aura pas moyen que les autres puissent aller faire votre action à votre place. Elle vous est réservée. C'est pas tout! Nous allons également avoir divers personnages qui ont justement créé ces fameuses bombes. Lorsque vous allez faire l'action de rappeler vos travailleurs, vous allez pouvoir choisir parmi les cartes restantes un, puis il va vous donner un bonus tout au long de la partie, jusqu'à temps que vous fassiez à nouveau l'action de rapatrier vos travailleurs. À ce moment-là, vous allez devoir choisir un nouveau parmi ceux qui restent et défausser celui que vous aviez qui va retourner disponible. Il n'est pas possible d'avoir, dans le fond, 2 fois d'affilée le même personnage pour vous donner un bonus. Maintenant, au niveau de la fusée et de la bombe H, comment ça se procède? Première des choses, lorsque nous allons faire le design de bombe, nous allons récupérer les cartes, nous allons les distribuer à chacun des joueurs. Les joueurs vont choisir leur carte. Quand ils choisissent leur carte, ils peuvent décider qu'à la place de garder la carte et la défausse, elle va sous le paquet de bombes et ils gagnent au choix soit une carte bombe H, soit une usine qui permet de faire des fusées. Et ça ne peut pas être la dernière carte. Vous vous souvenez, le premier joueur, il va avoir une carte, chacun des joueurs va obtenir une carte, puis il va en recevoir une dernière. La dernière carte ne peut pas être utilisée pour récupérer une bombe H ou une usine de fusée. Ça ne sera pas possible à ce moment-là. Et évidemment, comme j'avais oublié, on va redistribuer 3 nouvelles cartes après. L'usine ici permet, lorsqu'on va faire l'action fusée, de monter ici sur notre échelle de fusée. Par exemple, je m'en vais obtenir celle qui est là. Je mets 3 travailleurs dessus, pardon. J'obtiens 2 fusées. Je monte ma fusée de 2. L'utilité des fusées, elle a exactement le même rôle que les bombardiers, à exception près que les chasseurs ne peuvent pas nous protéger contre les fusées, ce qui est un changement de taille. Je précise également qu'elles peuvent être utilisées seulement lorsqu'on a pris l'action de frappe aérienne. Voilà, c'est tout pour le jeu avancé. Je vous suggère vraiment d'avoir fait une coupe de parties de base avant d'inclure toutes ces nouvelles options-là qui rajoutent quand même beaucoup au jeu. Nous allons passer maintenant à une petite initiation qui va être écourtée pour que la vidéo soit pas trop longue, en espérant que vous allez apprécier le Manhattan Project.